IDFM 98 ou idfm98.fr, merci de nous suivre dans notre émission Décryptons le monde et son deuxième volet, toujours en compagnie de Gérard Vespierre, analyste géopolitique. Une deuxième partie pour évoquer un pays qui, au sein du Moyen-Orient, fait très souvent les titres de l'actualité. Il s'agit de la République islamique d'Iran. Gérard Vespierre, ce pays et son régime sont très présents par différents aspects. Les négociations internationales sur le programme nucléaire de Téhéran, ses implications régionales et les crises qui secouent ce pays. Ah, absolument. Et je pense qu'il y a une vision que l'on peut donner de la République islamique d'Iran, une vision d'un Janus, c'est-à-dire un visage double. Il y a un visage qui regarde vers l'extérieur et qui est un visage donc d'expansionnisme, de puissance, d'influence. Alors, on l'a sous différents aspects. Premièrement, la création que Téhéran a faite de cette fameuse arc chiite, n'est-ce pas, qui s'étend de l'Afghanistan jusqu'à Beyrouth et qui a pour vocation politique de réunir les majorités ou minorités musulmanes chiites de chacun de ces pays et sous le contrôle de Téhéran. Il ne s'agit pas d'une politique religieuse, il s'agit d'utiliser la religion à des fins politiques et d'une domination politique et territoriale de Téhéran dans son étranger proche, comme l'on dit. Donc, première influence, le visage donc de puissance de rayonnement. Deuxièmement, lié à ça, on a le programme nucléaire qui serait destiné à faire en sorte que, il y a une telle capacité de nuisance nucléaire que les acquis de la République islamique seraient pratiquement définitifs à l'extérieur, donc ce qui pose un certain nombre de problèmes pour la Syrie, pour l'Irak, pour le Yémen, pour le Hezbollah au Liban. Donc il n'est pas question que ces acquis d'influence actuels soient définitifs en faveur de l'Iran. Troisièmement, donc lié au programme nucléaire, il y a le programme balistique. L'Iran a déjà, avec ses propres fusées, mis des satellites en orbite et il s'agit simplement, entre guillemets, de changer la charge utile, comme on dit, et de remplacer le satellite par une bombe nucléaire. Et donc là, on a un missile de moyenne ou de longue portée à capacité nucléaire qui peut frapper Paris ou Moscou. Donc il y a cette visage tourné vers l'extérieur de puissance et de rayonnement de l'Iran. Et puis il y a l'autre visage, le visage intérieur. Et le visage intérieur, lui, est beaucoup plus contrasté. Il est triste. Il est gris, parce que vous avez des conditions économiques difficiles à l'intérieur de l'Iran depuis maintenant de nombreuses années, et pas simplement par les raisons des sanctions américaines, parce que tout ce que l'on vient de décrire tout à l'heure coûte énormément d'argent. Et donc, il n'y a pas d'investissement de l'État vis-à-vis des infrastructures, vis-à-vis de l'industrie, etc., vis-à-vis de la santé, de l'éducation, parce que tout part vers l'extérieur. Donc, économie difficile, conditions sanitaires avec le Covid très difficiles. La résistance iranienne, le Conseil national de la résistance iranienne, annonce 235 000 morts, d'après les contacts qu'ils ont dans 522 hôpitaux, cliniques et morgues. Donc, ce sont des statistiques très appuyées. Donc, un désastre sanitaire. Et puis, une situation politique où, depuis de nombreuses années, il y a des révoltes. Il y a des révoltes dans les rues. 1500 morts lors des dernières manifestations. Quelque chose d'effroyable, selon Reuters, donc des chiffres là aussi crédibles, et des manifestations au cri de Abba Khamenei, Abba Rouhani, donc Abba le guide suprême, Abba le président, donc une situation à deux visages. Oui, les chiffres que vous annoncez sont terribles, mais à propos des négociations nucléaires que vous venez d'évoquer, où en sommes-nous ? Y a-t-il une différence entre les impulsions de la précédente administration américaine et celle qui vient de se mettre en place avec Joe Biden ? Alors, il y a des différences de forme. Il n'y a pas trop de différences de fond. Les différences de forme tiennent à la
communication très spécifique du précédent président américain et quelques membres de son administration. À l'évidence, la communication de l'équipe du président actuel, Joe Biden, et de son administration ne sont pas par tweet, ne sont pas par agression. Donc, on a une différence sur la forme. Sur le fond, l'administration actuelle souhaite toujours, premièrement, que l'Iran revienne à l'intérieur techniquement de l'accord nucléaire, c'est-à-dire baisse son taux d'enrichissement, baisse ses stocks d'uranium, baisse ses stocks d'eau lourde, et d'autre part, donc vous avez d'autres éléments en dehors de l'accord. L'administration américaine et l'Europe souhaitent donc que l'Iran diminue son ingérence extérieure en Syrie, en Irak, au Liban avec le Hezbollah, au Yémen avec les Houthis. Donc là aussi, il y a une pression sur Téhéran. Deuxièmement, vous avez une demande de la communauté internationale sur la réduction du programme balistique iranien. Donc il y a là des pressions fortes. Donc, voyez-vous, il n'y a dans ce sens pas trop de différence entre les administrations précédentes et l'administration en place. On met une pression sur Téhéran qui s'appuie aussi à l'intérieur sur les mouvements de résistance. Il y a une contestation forte à l'intérieur de l'Iran et donc il n'est pas impossible que les États-Unis aussi voient d'un œil intéressé cette contestation intérieure qui peut-être un jour aboutira ou pourrait aboutir à un changement de régime par une nouvelle révolution iranienne. Donc, il y a toujours cette volonté d'agir sur Téhéran. L'administration Obama a mis vraiment les bouchées doubles, si je puis dire, pour avoir l'accord de 2015 en tordant le bras de Téhéran par des actions cyber dans la centrale nucléaire de Natanz, en donnant son accord avec le Mossad à des éliminations de savants nucléaires iraniens. Donc les Iraniens sont venus à la table de négociation simplement parce qu'ils avaient le bras tordu dans le dos. Et ça veut dire qu'il y a une planification américaine de la politique étrangère. Il n'y a pas des impulsions désordonnées, il y a un fil conducteur. Alors, on revient sur cette difficile situation intérieure que vous avez évoquée. Est-ce que on sait que le régime a déjà connu de grandes manifestations contre lui en 2009, en 2018, fin 2019, début 2020. Est-ce que vous percevez, Gérard Vespierre, des manifestations ou des soulèvements possibles à venir? Écoutez, étant donné les nombreux axes de mécontentement, puisque vous avez des mécontentements économiques, des mécontentements sanitaires, mécontentements politiques, il y a effectivement des équipes qui commencent à se mettre en place, dont on voit apparaître la communication et l'action, qui s'appellent des unités de résistance, des UR. Et ces unités de résistance sont appuyées sur les réseaux du Conseil national de la résistance iranienne, sur le réseau de l'organisation des combattants iraniens, l'OMPI. Et ces unités de résistance mènent des actions dont on n'entend pas parler dans les médias, qui ne sont pas relayées, mais je peux vous affirmer, parce que j'ai les vidéos sur mon ordinateur depuis de nombreux mois, il y a chaque nuit en Iran des actes donc contre des installations des fondations religieuses, contre des installations des bâtiments des pasdarans, des Bassidj, contre des bâtiments de l'institution judiciaire. Donc des cocktails Molotov qui sont lancés et in fine aussi la destruction des grands panneaux publicitaires à l'effigie du guide, donc sont aussi incendiés. Donc on ne parle pas de cela, mais
toutes les nuits, vous avez une action en Iran. Il y a probablement une centaine de ces unités qui sont à l'œuvre dans le pays. Vous venez d'avoir, il y a quelques jours, une révolte au Balouchistan, c'est-à-dire dans la partie sud-ouest de l'Iran, 40 morts. Donc, voyez-vous, les choses sont vraiment en train de bouger. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour cette description de la situation du régime en Iran, toujours claire et limpide. Vous nous avez donné une vue très complète de la dynamique à l'œuvre dans la société iranienne et de ce qui pourrait en résulter dans les prochaines semaines. Nul doute que nous aurons à reparler avec vous des évolutions de cette situation et de ses implications dans tout le Moyen-Orient. Chers auditeurs, notre émission Décryptons le monde est terminée. Gérard Vespierre et moi-même vous disons à la semaine prochaine et on se quitte en musique.